Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission African View Débat. African View Débat est une émission qui traite l'actualité africaine dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sociopolitique malienne et quels sont les mécanismes à mettre en place pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. En haut de M. Sidibé, il est doctorat en analyse du discours politique. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci, monsieur Ba, merci pour l'invitation. En bas de monsieur le président Ismaël Sako, il est le président du parti PSDA. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui suis honoré de prendre la parole sur cette plateforme, tout en vous remerciant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Sako, je vais commencer par vous. Vous avez tant demandé la libération des opposants politiques. Donc, quelle est votre analyse par rapport à la libération des 11 opposants politiques par la justice malienne? Qu'en dites-vous? Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, de près comme de loin, où qu'ils se trouvent sur le continent et ailleurs, qui se donnent la peine de nous entendre, de nous écouter sur la base d'un sujet assez sensible qui touche le Mali, un pays en crise, un pays qui poids sous le coup, on va dire, des difficultés, de la corruption et de l'insécurité. Pour dire que, pour ce qui concerne les 11 leaders politiques détenus injustement, arbitrairement, pour avoir eu le courage de se réunir chez l'un d'entre eux et faire le point, comme l'a fait à l'époque Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre, qui s'était réuni à domicile avec ses compagnons politiques pour parler Mali. Ils n'ont pas été. Donc les 11 avaient été injustement sanctionnés. Au-delà d'Ismaël Sako, opposant politique à la junte, exilé en dehors de son pays depuis bientôt 3 ans, exilé pour des divergences d'opinion, nous avons, à l'instar des autres camarades politiques, démocrates, maliens tout court et africains, épris des questions de justice, appelés à leur libération. Nous saluons cette libération qui est une victoire pour la démocratie. Cette libération est, on va dire, la correction et la rectification d'une injustice qui a été menée par la junte. Pour moi, ce n'est pas une joie, c'est pour moi presque un non-événement parce qu'ils ont jusqu'ici, après leur libération, vous avez remarqué, au lieu de rentrer des gens qui ont... Mais M. Sako, vous avez demandé la libération des opposants. Donc, je pense que d'une part, c'est une satisfaction. C'est ce que je dis, c'est une victoire politique d'abord. Mais on va quand même analyser comment ils ont été libérés. Au lieu de rentrer chez eux après la prison, pour des gens qui ont mis 5 mois, loin des siens, loin de la famille, loin de la liberté, parce que la prison elle doit être une exception. La prison ne doit pas être une obligation. C'est devenu une règle au Mali. Dès que tu soulèves un sujet sensible qui touche l'incompétence et la malgouvernance de la junte, on t'envoie en prison. Ça devait être une exception dans un pays qui a opté pour une société démocratique, qui est le Mali, avec une constitution tripatouillée qui a été votée en juin 2023, dans laquelle constitution tripatouillée, que je n'ai pas soutenue, qui parle de société de démocratie. On ne peut pas arrêter des gens qui se sont réunis sans tabou, non pas pour parler d'une déstabilisation quelconque, mais pour parler du retour à l'ordre constitutionnel normal et les mettre en prison. Pour moi, j'estime que quand ils ont quitté la prison, leur première action devait être de rentrer chez eux, voir leur famille, et ensuite aller dans le sens de rencontrer celui qui a été le facilitateur, qui est Youssoufou Maïga. À notre grande surprise, fort malheureusement, nous avons finalement vu des prisonniers politiques qui se sont empressés d'aller au Centre international de conférence de Bamako pour faire le point et remercier Youssoufou Maïga qui a joué le rôle important de médiation pour la libération. Pour nous, on estime que ce n'était pas comme ça que ça se passe. Nous sommes avant tout une société africaine, malienne, qui a des règles, qui a des codes, et dans la déontologie culturelle, ça ne se fait pas. C'est une honte, c'est une humiliation pour eux. Ensuite, ils sont libérés. Il y a un juge qui doit décider s'ils doivent, le dossier doit être classé ou pas. Et vous avez tous compris dans les échanges, dans les écrits, que ça a été une libération politique. C'est le chef de la junte, Assimi Goïta, qui a intervenu pour que ces gens puissent recouvrer leur liberté. Alors que le juge, en toute indépendance, aurait dû procéder à cela bien avant aujourd'hui. Encore une fois de plus, nous saluons cette libération. C'est une sorte de bouffée d'oxygène
mais nous constatons que nous avons une justice qui est à la solde, qui est caporalisée par la junte. Et ça, c'est des choses que nous continuons à dénoncer. Mais vivement, vivement, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres compagnons qui ont été arrêtés avant eux. Je vais parler de Rasta, je vais parler de Clément Dambélé, de Tata Rose, je vais parler aussi de Ben de Cerveau et d'autres qui sont emprisonnés, non pas parce qu'ils ont un dossier au pôle économique, mais emprisonnés parce que tout simplement, ils ont une opinion différente. Et ça, c'est un abus de pouvoir. C'est ma culture, en tant que Soniké et Bambara et Malien, Soudano-Sahélien, le hacker. On doit cesser, on doit libérer tous les compagnons politiques. Donc, étant un analyste politique neutre de la situation, quelle est votre analyse? Et selon vous, la libération des 11 opposants politiques est due à quoi? Merci beaucoup, M. Ba. Vous avez bien souligné, effectivement, je suis ici en tant qu'analyste politique, donc je ne suis membre d'aucune formation politique. Et ce que je dirais dans cette émission n'engage que par rapport aux observations que je fais de l'actualité politique de mon pays. Ceci étant, effectivement, nous avons observé la libération des 11 leaders politiques qui étaient détenus depuis un certain nombre de temps. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, je crois que ça a toujours été une affaire politique et judiciaire, en réalité. Et pour paraphraser un ancien président de la République du Mali, Alpha Omar Konaré, au problème politique, il faut des solutions politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, on peut déplorer la manière dont ils ont été libérés parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est suite à la médiation qui a été menée par l'ancien Premier ministre, ça a été dit par M. Sako, Issoufou Maïga, et qui a obtenu leur libération. Mais à mon avis, je crois qu'il faut quand même voir d'un côté une sorte de début de décrispation politique parce que n'oublions pas, pendant ces dernières années dans notre pays, eh bien, on se rend compte que la tension entre la classe politique et les autorités était toujours assez vive. Donc, observer la libération, pour moi, peu importe la manière, ça doit être salué quand même. Et c'est parfois, c'est aussi un signe comment on appelle, d'ouverture de l'espace public et politique. Et moi, j'analyse un peu sous cet angle-là parce que, en réalité, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que quand on prend l'opinion publique malienne, c'est-à-dire qu'au-delà des acteurs politiques, c'est-à-dire l'opinion publique malienne en tant que telle, eh bien, il faut dire que les acteurs politiques ne sont pas forcément en odeur de sainteté dans notre pays, parfois à tort ou à raison. Je ne fais qu'un constat. Voilà, à tort ou à raison, les acteurs politiques ne sont pas en odeur de sainteté au sein de notre pays par les temps qui courent. Et c'est ce qui vous constaterez d'ailleurs que, eh bien, ça n'a pas suscité, au-delà, encore une fois, des acteurs politiques, ça n'a pas suscité forcément des mois au sein de la population générale, quoi. Donc, tout cela aussi est analysé sur plusieurs angles. Donc, pour moi, pour me résumer, c'est un signe de décrispation de l'espace public et c'est peut-être encourageant pour d'autres actions politiques à venir dans notre pays. Voulez-vous rebondir sur ça, monsieur? Je remercie Brahima Sidibé pour avoir accepté qu'on soit co-débatteur. C'est là la démocratie quand on est en Occident et quand on est en Europe, qu'on vit, on est à l'aise, on est tranquille. Et ce qu'on souhaite pour soi-même, c'est ce qu'on doit souhaiter pour notre peuple qui aujourd'hui est bâillonné, qui est brimé, qui n'a pas cette facilité de s'exprimer comme je le fais librement sans craindre une certaine interpellation. Je veux rappeler ici que pendant que les 11 détenus étaient en cours de libération, dans un processus de libération, dans la même veine, il y a un autre collègue, chef de parti politique, ancien soutien de la junte, Kaoudjim, qui s'est vu interpellé et écroué, injustement, pour avoir donné son avis sur une présumée tentative de coup d'État, de déstabilisation au Burkina Faso. Et cette fois, ce n'est pas les autorités maliennes qui se sont saisies ou auto-saisies, c'est plutôt les Burkinabés, à travers la HAC, qui a décidé, la haute autorité de communication du Burkina, de saisir son homologue malien, qui a saisi la justice et qui a écroué notre camarade malien pour ses opinions, alors qu'il faisait une analyse simple et donnait un avis, parce que c'est aussi un acteur politique. À la suite de cela, nous avons vu la chaîne du Liba TV, qui reçoit une majorité, qui organise des débats assez intéressants, qui s'est vu retirer sa licence. Quand on veut parler d'apaisement du climat social, c'est aussi aller dans le sens d'éviter les erreurs du passé. On ne peut pas aller vers un apaisement quand en même temps, on veut libérer, on libère d'autres et d'autres sont envoyés en prison, on retire la licence
d'une chaîne de télévision. Je vais insister là-dessus. Moi, je pense que la libération des 11 opposants politiques, c'est une manière d'apaiser la situation. Bien qu'il y ait eu des malfaisances, mais si nous regardons la situation sociopolitique malienne en ce moment, la libération des 11 opposants politiques, ça permet de décrypter la situation. Et votre point de vue, moi j'analyse de mon point de vue. En même temps, pour dire que si ça n'a pas fait plus d'émoi au sein de la population, ce n'est pas parce que la population soutient la junte, c'est parce que c'est une population qui a été tétanisée, terrorisée. Parce qu'à la tête d'un pays comme le Mali, aujourd'hui, nous avons un colonel bombardier général qui terrorise avec des armes qu'il a, qui empêche la liberté d'expression. Les gens ont peur de vouloir s'exprimer par rapport à une quelconque joie pour ne pas se retrouver interpellés autrement. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même certains leaders qui se sont vus accueillis par leurs militants, qui ont fait des points de presse pour remercier des cadres qui sont déplacés, une partie de la population, des militants, des non-militants, des non-politiques, des citoyens lambda qui ont été touchés par cette arrestation arbitraire, qui se sont déplacés pour rendre visite à ses compagnons à l'époque détenus à la maison centrale d'arrêt. Ça, c'est un signal fort d'une population qui ne se reconnaît pas dans ces arrestations arbitraires. Mais on peut conclure que c'est probablement un signe que le médiateur, l'ancien Premier ministre, Youssoufou Maïga, a voulu donner aux Maliens en tant qu'homme fort du dialogue intermalien pour dire qu'on peut obtenir, si on est ensemble, si on s'écoute, des libérations, on peut effectivement libérer l'espace démocratique, faire en sorte que des acteurs puissent probablement faire passer des messages. On le met dans ce sens, dans l'espoir que nos autres camarades que j'ai cités, qui sont détenus, et celui qui vient d'être arrêté, soient libérés, que la liberté d'expression, encadrée par la loi, soit aussi respectée, donc que Djuliba TV retrouve sa licence. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, je voudrais qu'on parle de Choguel Maïga. Je voudrais que vous nous expliquiez très bien quelles sont les raisons des militaires à limoger Choguel Maïga. Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question, c'est pour aller assez rapidement. Effectivement, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est le meeting qu'il a tenu le 16 novembre dernier, donc au CICB, au Centre international des conférences de Bamako. C'était à l'occasion du premier anniversaire de la reprise de la ville de Kidal. Et au cours de ces meetings-là, il a eu quand même à dire ce qu'il a lui-même appelé la clarification. C'est-à-dire qu'il a rendu public les rumeurs qui couraient dans l'opinion publique, les rumeurs selon lesquelles il était écarté d'un gouvernement dont il était le chef, ce qui est assez paradoxal quand même. Et donc, je pense qu'il a rendu ça public en disant que finalement, il ne contrôle absolument rien et qu'il est juste un premier ministre de façade. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait que deux solutions. La première, c'était de le remettre dans ses prérogatives telles que stipule la Constitution en tant que chef de gouvernement, ou encore la deuxième hypothèse qui a été retenue était de le démettre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je pense que d'un côté, c'était prémédité, c'est-à-dire que d'un côté, il a voulu lui-même prendre à témoin le peuple malien et dans une certaine mesure aussi de se mettre dans la position des victimes. Parce que voyez-vous, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi n'a-t-il pas démissionné quand il s'est rendu compte qu'il ne contrôlait rien? Eh bien, moi, mon analyse, c'est qu'il n'a pas démissionné parce que vous conviendrez avec moi que la démission, c'est un acte personnel et volontaire. Quand vous démissionnez, vous ne pouvez plus vous mettre dans une position de victime. Donc, voulant se mettre dans la position de victime, il a poussé d'une certaine manière Assimi Goïta donc, à le démettre et finalement à se mettre dans cette position. Maintenant, comment en est-on arrivé là? Ça, c'était peut-être la première partie de votre question. Comment en est-on arrivé là? Il faut rappeler que toute la première partie de la transition, qui a débuté le 18 août 2020 jusqu'en mai 2021, s'est passé sans les M5 RFP, dont Choguel Maïga était le porte-parole et le président. Mais il a fallu ce qui est désormais convenu d'appeler au Mali la rectification, c'est-à-dire que, ce que d'autres appellent aussi un coup d'État dans un coup d'État, en mai 2021, le M5 soit associé à la gestion de l'État. Et donc, finalement, on avait des entités qui géraient le pays. D'un côté, le militaire, de l'autre côté, la force politique qui était représentée par le M5. Mais on s'est rendu compte que, finalement, c'était peut-être une collaboration par défaut, c'est-à-dire que l'opinion publique était plutôt favorable à l'époque à ce que les M5 soient dans la gestion de l'État, tout ça, mais qu'au fond,
je pas l'impression qu'il y avait un vrai projet de fond, en fait. Et c'est ce qui est apparu au fil du temps. On a commencé à voir un peu, finalement, parce que même si Shogel est resté jusqu'à tout récemment, n'oublions pas que depuis juillet 2023, quasiment tous les ministres du M5 étaient éjectés du gouvernement, à l'exception près de Ikasa Maïga, qui était le ministre en charge des réformes politiques institutionnelles. Et donc, peu à peu, le M5 était écarté peu à peu du pouvoir. Et donc, c'est ce qui me fait dire qu'effectivement, il n'y avait pas forcément un vrai projet de société et qui faisait en sorte qu'il pouvait avoir... Mais, quoi qu'on dise, ça aussi c'est mon analyse, c'est qu'il faut reconnaître en Shogel son apport, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi pendant ces 3 dernières années, je termine par là, à instaurer ce que j'appelle la gouvernance rhétorique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, eh bien, à travers ses discours, à travers les expressions, les mots qu'il emploie, il a quand même tenu d'une certaine manière l'opinion publique en haleine et d'avoir d'une certaine manière l'adhésion des populations. Donc ça, c'est un accord politique. Maintenant, si la rupture est arrivée, quelles peuvent être les conséquences? Je pense qu'on reviendra au cours de l'émission. Bien sûr. Donc, monsieur Sako, selon certains Maliens, Shogel Maïga a hissé le drapeau malien au niveau international, surtout par rapport au discours à la tribune des Nations Unies. Avant que vous rebondissiez sur ça, je voudrais vous demander aussi, qu'est-ce que vous voulez dire si vous disiez que le peuple a tourné le dos à Assimi? Merci. Permettez-moi de rebondir sur les propos de M. Ibrahim Sidibé par rapport au discours rhétorique de Shogel. D'abord, ce discours, effectivement, il est bien rhétorique. C'est un discours revanchard, un discours qu'il a utilisé peut-être pour tenter de mobiliser les Maliens, mais qui s'est très vite émoussé, essoufflé, parce qu'il n'y avait pas de contenu de développement. Quand on tient ce type de discours, c'est qu'on est indépendant, on est souverain sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Les Maliens, très vite, isolés, ont compris que ça ne leur réduisait pas le train de vie et ça ne leur donnait pas de l'électricité ni réduire les dépenses de première nécessité. Deuxième élément, Shogel s'est retrouvé très vite isolé par la junte et par les Maliens, parce que lors du premier gouvernement, à la suite du renversement de Feu Ibeka paix à son âme, il y avait quand même le porte-parole du gouvernement en son temps, qui était Mohamed Salia. Et Mohamed Salia Touré, ancien président du CNJ, fut ministre des questions d'emploi et porte-parole du gouvernement. Il était une figure aussi emblématique du M5 pro-Mahmoud Dicko. Shogel, que le président Banda a reçu à Koulouba à l'époque, j'étais conseiller des questions politiques, j'ai reçu le mémorandum que Shogel a envoyé au président Banda, c'est moi qui l'ai traité. C'est moi qui ai préparé les éléments de langage. Les Banda les a reçus à peine 5 minutes, pas plus que ça, pour leur dire qu'il n'aura pas un jour, 1 minute, 1 seconde de plus à la date de la fin de la transition. Il est intraitable sur le délai. Et ensuite, j'ai reçu Shogel, moi, Ismaël Sako, le directeur de cabinet Dr Mahamadou Touré, le chef de cabinet Mamoutou Traoré. Nous l'avons reçu, lui, et Abdul Karim Maïga, et un autre, je ne me souviens pas du nom. Et quand ils ont rencontré Banda, ils ont mis l'accent sur quoi? Sur les 10 éléments du M5 RFP, notamment la libération, je vais dire, il faut judiciariser ceux qui ont tué les jeunes M5, les militants M5 qui sont sortis lors de la manifestation Journée Noire de Bamako. Et qu'il fallait effectivement dissoudre le CNT. À défaut de ça, lui n'est pas prêt à participer à aucun gouvernement, à aucune négociation. Nous avons reçu par la suite Jabil Bitar au cabinet et Mohamed Sherif Aïdara du CDM et d'autres camarades, et à distance téléphoné avec Souleymane Tiefolo Kone, qui à l'époque plaidait pour que Shogel Kokala Maïga soit premier ministre. À défaut d'être premier ministre, qu'il ait le poste de ministre d'État. Dieu m'en est témoin. À la suite de cette réunion, lorsqu'on s'est retiré entre membres du cabinet pour faire le point à 3, j'ai proposé déjà devant les gens du M5 pour dire qu'on ne peut pas avoir un ministre d'État dans un gouvernement fragilisé, faible. Donc Mokhtar Ouane était le premier ministre. Si Shogel veut faire de la justice, qu'on le confie le poste de ministre de la Justice. Il veut être porte-parole, il peut être porte-parole. Ils veulent avoir 5 à 6 portefeuilles, on peut leur donner au M5 pour qu'on ait la paix et qu'on soit unis et qu'on travaille pour l'intérêt et la stabilité du Mali. Mais pas de lui comme premier ministre. 1, 2, pas de lui comme ministre d'État. Ça a été ma position au sein du cabinet. Et heureusement, cette position a été maintenue. Donc, Shogel, tout ce qu'il faisait, c'était être Premier ministre ou ministre d'État. Il a eu le poste de Premier ministre, il n'a pas travaillé dans le sens des recommandations du M5RFI. Il n'y a pas eu de jugement des gens qui sont décédés lors des Journées Noires, qui ont suivi la chute, qui ont plongé le Mali dans le chaos. Et le CNT n'a jamais été dissous.
Ancienneté illégale, illégitime, il a fini par travailler avec. Maintenant, quand je dis par rapport à ce que vous me dites concernant Assimi Goïta, s'il vous plaît, reprenez la question. Qu'est-ce que vous voulez dire si vous disiez que le peuple a tourné le dos à Assimi Goïta? Je dis que le peuple a tourné le dos à Assimi Goïta, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, Assimi Goïta se retrouve seul et se retrouve isolé avec Wagner. Comment comprenez-vous qu'un militaire qui se dit avoir été au front, qui est venu berner les Maliens pour dire qu'il a eu des succès sur le théâtre des opérations, c'est qui est archi faux? On se souvient qu'Assimi Goïta s'est vu faire prisonnier à l'époque, au temps du génime de l'Al-Qaïda. Il a été prisonnier, il a fallu l'intervention de Mahmoud Dicko pour qu'il soit libéré. Donc, il a une dent noire contre, non pas les terroristes qui l'ont fait arrêter, mais plutôt contre les groupes armés. Donc, alors qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent que le peuple n'a pas tourné le dos à Assimi Goïta? Parce que nous savons très bien en ce moment. Ok, allez-y, monsieur. Oui. Je dis Assimi Goïta est isolé, esselé, abandonné aujourd'hui par les Maliens. Vous avez le centre qui se vide, Badjangara, Bakas, Douanza, tous ces gens, hauteur de 70% qui déferlent sur Sévaré et sur Bamako et Mopti. Vous avez dans la région de Kaï, que ce soit le Djafounou, que ce soit le Guinimara, qui sont attaqués permanemment, et les gens aujourd'hui en ont marre. Vous avez de plus en plus, y compris même à Bamako, sur les réseaux sociaux, et les activistes et vidéomans achetés par la junte qui ne sont plus en bonne sainteté avec Assimi Goïta. Donc, on peut tout simplement tirer la conclusion que même les 100 partis politiques que Choguel dit être créés sous Assimi Goïta en déphasage avec les recommandations de leur dialogue national dit de la refondation, qui n'ont jamais su respecter, qui n'ont jamais voulu respecter, ces partis sont incapables de les soutenir, incapables de sortir pour défendre leurs jeunes. Pour preuve, Goïta aurait dû faire des élections bien avant aujourd'hui, il est incapable de tenir les élections. Il va de report en pour la simple raison parce qu'il sait que s'il va aujourd'hui aux élections, il ne gagnera pas, sauf s'il fait le même trépatouillage qu'il a fait en 2023 en faisant passer une constitution qu'il a encore lui-même du mal à appliquer. Donc, quand un militaire assure sa sécurité par les étrangers, par Wagner et par Sadat des Turcs, on comprend que la suite logique, c'est Choguel qui fut infusible à sauter. Assimi doit se préparer. Il subira le même sort que Sadat al-Bashar de la Syrie, Inch'Allah. Okay. Monsieur Sidibé, allez-y. Oui. Alors, bon, je ne sais pas, Monsieur Sako, à quel indicateur en disant que le peuple a tourné le dos à Assimi, parce que, bon, à moins qu'il ait à disposition des chiffres, des données, des sondages qui ont été réalisés, mais en l'absence de ces données, de ces chiffres, c'est qu'on observe au sein de l'opinion publique, je n'ai pas l'impression que au sein de l'opinion publique, il y a une certaine grogne envers Assimi en tant que tel. Peut-être qu'il y a une certaine grogne vis-à-vis de la situation économique, vis-à-vis de la question de l'électricité, là, je suis d'accord. Mais en disant que le peuple a tourné le dos à Assimi, ça me semble assez, si vous voulez, permettez-moi l'expression, un peu exagéré. Parce qu'en réalité, les griefs qu'il adresse, c'est qu'effectivement, de la part d'un homme politique, cela s'entend. Mais encore une fois, lorsqu'on se place du point de vue de l'opinion publique malienne, déjà par rapport aux élections, n'oublions pas que le Mali, depuis 1991 à maintenant, on est à notre troisième expérience de transition. C'est-à-dire qu'il y a eu la transition en 1991, il y en a eu en 2012 et c'est la troisième expérience. Maintenant, le constat qu'on fait, c'est que à chaque fois qu'on est en transition, eh bien, on s'empresse d'aller aux élections. On organise des élections, parfois sous la pression de la communauté internationale, il faut le dire, et qu'on se rend compte que souvent on retourne à la case de départ. Et ça, je pense que beaucoup de Maliens partagent cette analyse en réalité, en disant que, bon, finalement, pourquoi ne pas, une bonne fois pour toutes, essayer de passer au crible tous les maux qui minent notre pays, notre société. Et au premier rang desquels, justement, il y a la question de l'insécurité, justement. Et quoi qu'on dise aussi, je pense que ça, c'est aussi un fait, le régime en place a quand même des actifs sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'avant, on avait des camps militaires qui étaient attaqués, on avait des villages entiers qui étaient massacrés. Aujourd'hui, je ne dis plus qu'il n'y a plus d'attaques, je ne dis plus qu'il n'y a pas de militaires qui meurent au front, mais ce n'est quand même pas la même ampleur qu'on a connue dans les années 2018, 2019, etc. Donc ça aussi, c'est un constat qui est partagé par bon nombre de Maliens et qui justifie, à mon avis, le fait qu'il n'y ait pas d'élection, ce n'est pas forcément un scandale en soi, parce qu'en réalité, les Maliens se sont dit, bon,
à quoi bon une élection lorsqu'elle n'apporte pas de stabilité économique et politique finalement. Donc je pense que sur ce plan, il y a quand même, moi je vais quand même nuancer, voilà, je vais nuancer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Maliens qui sont mécontents, etc. Mais dire qu'Assimi est totalement rejeté, ça me semble vraiment exagéré. Et ce qu'on constate aussi, c'est que si les élections ont lieu demain, je ne vois pas sur la scène politique malienne un homme politique qui pourra gagner les élections, parce que M. Sako serait assez d'accord avec moi que, encore, je disais au début de l'émission, la classe politique n'a plus de crédibilité au sein de l'opinion publique, à tort ou à raison, ça, c'est pas ça le sujet, mais c'est un fait, c'est-à-dire que je ne vois pas sur la scène politique un homme politique qui est capable aujourd'hui, par le suffrage, d'accéder au pouvoir. Bon, je vais revenir pour dire à Ibrahim tout de suite que, puisque tu parles de sondage, je te conseille de faire un sondage sérieux, indépendant, pour voir entre Assimi et la classe politique qui gagnera. 1. 2. La classe politique ne s'est pas émoussée. Il y a un travail qui a été fait par des soi-disant chercheurs, par certains cadres de la société civile qui pensaient remplacer la classe politique. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas politiques, qu'ils ne font pas de politique, ils font entièrement de la politique. Ils sont plus politiques que même les acteurs politiques. C'est eux qui sont venus soutenir la junte. Maintenant, Assimi Goïta est devenu de plus en plus impopulaire. Je le dis, impopulaire du fait des points que tu as toi-même cités. C'est Ibrahim Sidibé qui cite que les Maliens ne sont plus en phase avec la gouvernance sur le plan énergétique. C'est la première fois dans l'histoire de notre Mali que nous avons quand même 3 jours entiers, que les gens n'ont pas accès à l'électricité, que les gens ne mangent plus à leur faim 3 fois, que les entreprises ont mis la clé sur le paillasson, fermé, les entreprises délocalisées. Le Mali est aujourd'hui au bord de la faillite sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Pour les militaires qui sont venus au pouvoir, qui ont dit aux Maliens qu'au bout de 9 mois, 18 mois maximum, on rend le pouvoir. Ils négocient 2 ans supplémentaires. On veut dire que c'est la communauté internationale qui a imposé les 2 ans. C'est la junte assimite qui a demandé les 2 ans. Elle est incapable d'honorer son engagement. Ibrahim Sidibé, vous êtes un jeune démocrate. J'ai suivi les élections du Haut Conseil. On ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. On décide ensemble et on est d'accord sur les jeux, on acte le dispositif. On va ensemble jusqu'au bout des règles que nous allons décider de mettre en œuvre. C'est ça aussi la parole donnée. Si les hommes politiques, certains d'entre nous sont aujourd'hui impopulaires, ce n'est pas faux, parce qu'ils ont été mouillés dans les questions de gouvernance. Ils ont non seulement été aux affaires, ils sont aussi restés aux affaires et dans les affaires. Aujourd'hui, la junte Assimi Goïta et ses compagnons sont et dans les affaires, ils sont aux affaires, ils sont incapables de soulager les souffrances du peuple malien. C'est la raison pour laquelle ils sont venus au bout de 4 années. Nous sommes dans la 5e année, un mandat plein aux États-Unis. Donc, ce n'est pas que nous, les Maliens, n'aiment pas Assimi, c'est qu'Assimi a montré ses limites. Au début, il a été auréolé, porté à un niveau élevé. Aujourd'hui, il a montré ses limites. On ne peut plus entendre parler de lui. Nous échangeons avec des cadres, nous échangeons avec certains membres qui sont de la présidence, qui ne s'entendent plus, qui ne sont plus en phase avec Assimi Goïta, qui s'est bunkérisé, qui n'a confiance que, non pas à son arme, à lui, non pas à l'armée malienne, mais qui a plutôt eu confiance à Wagner et à Sadat. Et ça fait mal non seulement à l'armée, qui est démobilisée. Quand Ibrahim Sidibé me dit qu'au centre ou quelque part, il n'y a plus de camps qui sont attaqués, mais il n'y a pas à peine une semaine, le camp de Niafunké a été démantelé par le génie. À Bamako, c'est flagrant. C'est l'aéroport international du Mali qui n'a jamais dans l'histoire de notre pays attaqué en plein cœur de Bamako avec l'outil de défense qui est l'avion national qui est détruit. C'est plus de 67 de nos gendarmes. Le camp de la gendarmerie attaqué, nos enfants paient à leurs armes, calcinés. Au Mali, sous Assimi Goïta, c'est aussi son chef de cabinet, Douglas, qui a été calciné sous la route de Nara. Mais c'est sous Assimi Goïta que Kati, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, a été bombardé une fois, attaqué, même si ça n'a pas fait de victimes. Donc, sur les questions de corruption, c'est le vérificateur général qui dit en 2022 que plus de 200 milliards de nos francs CFA sont détournés sous Assimi Goïta. C'est sous Assimi Goïta en 2023 que le vérificateur général parle de plus de 230 milliards détournés sous Assimi Goïta. Ça, ce n'est pas Ismaël Sako, c'est le vérificateur qui le dit. C'est au regard de tous ces éléments qui, mis bout en bout, ont créé une situation de désastre, de mal-être, de mal-vivre, métastasé et le plan sécuritaire et le plan économique effondré, que la population finalement a préféré et dire qu'on ne veut plus de Assimi Goïta. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est de voir Assimi Goïta demain responsable pour haute trahison, déni de ses fonctions et traduit devant la justice malienne avant d'être mis entre les mains de la justice internationale pour toute les préfectures qu'il a fait à un peuple résilient. Merci beaucoup, merci.
Monsieur Sidibé, avant que vous rebondissiez sur ça, je voudrais qu'on parle de la transition. À votre avis, est-ce que les militaires ont l'intention d'organiser les élections? Alors, je disais au début de l'émission, effectivement, je pense que depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement sous le général Abdoulaye Maïga, on voit quand même des signaux qui indiquent que effectivement, on tend peut-être vers l'organisation des élections. J'en veux pour preuve quelques éléments que je vais citer. C'est que déjà dans les nouveaux gouvernements, on a un ministre délégué en charge de soutien au processus électoral. C'est-à-dire que ben voilà, un ministère, bon, c'est pas un ministère à plein, c'est un ministre délégué, mais qui aura en charge justement de soutenir le processus électoral. Deuxième élément, c'est que dans le budget 2025, eh bien, la question d'organisation des élections a été budgétisée, donc dans le budget à venir en 2025. Troisième élément, comme on avait parlé en début d'émission, on voit quand même qu'on tend vers, petit à petit vers l'ouverture de l'espace public et politique, c'est-à-dire qu'avec la libération des 11 leaders politiques, etc. Et donc, toutes choses qui indiquent que s'ils sont libérés, rien ne peut-être les empêche désormais de mener des activités politiques. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des signaux comme ça et qui indiquent qu'on va vers cette organisation, même si encore une fois, il n'y a pas forcément un calendrier qui est proposé, il n'y a pas un chronogramme qui est fixé, tout ça. Mais je crois qu'on est quand même, on a peut-être atteint un certain niveau où il faut peut-être avoir passé à un nouveau paradigme. Qu'est-ce que j'appelle le nouveau paradigme? C'est que effectivement, cela fait, on est dans la 4e année, enfin, 5e année de la transition. Je pense qu'ils ont compris aussi qu'à un moment donné, pour avoir une nouvelle dynamique, il faut peut-être changer la nature du régime, même si personnellement, je suis convaincu que les mêmes acteurs plus ou moins vont rester. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers un peu comme le scénario tchadien. C'est-à-dire que, parce que encore une fois, moi, je suis persuadé que si Assimi Goïta se présente à l'élection, je ne vois pas un homme politique sur la scène qui pourra lui empêcher de gagner en réalité au sein de l'opinion publique. Ça, c'est mon constat. Donc, je pense que si on part sur ce constat-là, eh bien, on pourrait avoir le scénario tchadien, c'est-à-dire que quand il sera candidat, il va forcément gagner les élections et au moins, on ne dira plus que le Mali est en transition, c'est-à-dire qu'on aura un régime normal, plus ouvert, toute chose qui va aussi attirer peut-être plus d'investisseurs parce qu'il faut rappeler qu'il y a certains pays, finalement, par principe, qui n'ont plus de partenaire avec le Mali, simplement parce qu'on est en transition. Mais quand cela va changer, je pense que ça va aboutir à d'autres trucs. Maintenant, pour rebondir à ce que disait M. Sako, en réalité, je ne vous apprends rien en disant que la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Et qui dit guerre asymétrique, c'est une guerre où l'ennemi n'a pas de visage. C'est-à-dire que c'est tellement complexe. Et effectivement, il a cité quelques exemples qui sont des faits et qui sont incontestables. Il y a eu des attaques au mois de septembre à Bamako, etc., avec l'école de gendarmerie, effectivement. Mais, encore une fois, quand on prend la nature du terrorisme, même des pays dits développés, puissants, vous êtes aux États-Unis, on se rappelle tous de World Trade Center en 2001. Nous qui sommes ici en France, en 2015, il y a eu plusieurs attaques. Est-ce qu'on dira que l'armée américaine ou l'armée française est faible? Je ne pense pas. Simplement, c'est des cas qui arrivent. Donc voilà, mais pour moi, en fait, on ne doit pas en faire justement une sorte de justification en disant que la situation sécuritaire se détériore. Moi, je pense que ce sont des cas qui arrivent malheureusement et qui sont propres, encore une fois, au terrorisme et qui sont parfois très, très compliqués à anticiper. Donc voilà, moi, je le mets sous cet angle-là. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'attaques, je ne dis pas que... Mais je crois que si on essaie de faire une comparaison, de faire le parallèle avec le passé, sur le plan sécuritaire, il y a nettement une amélioration.